Bonjour! Et oui, nouvelle année qui veut dire nouveau décor, puisque le changement ça fait du bien de temps en temps, et parce que le changement ça fait du bien de temps en temps, aujourd'hui on ne va pas parler de personnages historiques, d'une période de mode ou encore d'art, mais on va parler de quelque chose de bien différent qui est la guerre de Vendée. Oui, enfin nota bene, il a déjà fait une vidéo à ce sujet. Oui, sauf que j'en avais une dans les placards, et comme Ben ne s'est pas vraiment attardé sur les débats historiques à ce sujet, j'avais envie d'apporter ma pierre à l'édifice en nous questionnant un petit peu sur le fameux génocide vendéen. Pourquoi on en parle toujours? Quels sont les arguments apportés par les deux camps? Et pourquoi un événement historique qui s'est déroulé il y a plusieurs siècles quand même fait toujours autant débat? Eh bien, aujourd'hui, on en parle. L'argent qui est dépensé par l'État au nom de la culture est aujourd'hui excessif. Ça rappelle des moments de l'histoire de France qu'on aimerait voir liés. À un moment où vous devenez français, vos ancêtres, ce sont les Gaulois. L'histoire de la traite négrière et de l'esclavage et l'histoire d'un crime contre l'humanité. Cette cathédrale, nous la rebâtirons. Reprenons tout d'abord très brièvement l'histoire de la guerre de Vendée, et pour ceux qui ne l'auraient pas déjà regardé, évidemment je vous invite à aller voir la vidéo de Nota Bene à ce sujet, qui est un excellent récapitulatif. Tout a commencé en 1790, c'est là où l'Assemblée constituante, donc le gouvernement en place, décide de voter une église constitutionnelle. Cette église est composée de clercs qui ne sont plus liés au Saint-Siège, mais à l'État. Ils sont salariés. Ils doivent prêter serment à la constitution civile du clergé qui a créé cette nouvelle église soumise au gouvernement. Une partie des prêtres y est plutôt favorable, mais une autre contre est considérée comme réfractaire. À partir de 1791, ils n'ont plus le droit de célébrer une messe et ne reçoivent plus de paiement. Et certains peuvent même aller jusqu'en prison. En Vendée, les prêtres constitutionnels sont rejetés et des messes clandestines sont réalisées. Au même moment, Louis XVI est exécuté en 1793, menant d'autres pays européens, notamment l'Angleterre, à créer une vaste coalition pour mater la Révolution française. Comme c'est la guerre, il faut donc rassembler beaucoup de monde. Et c'est ce que l'on fait le 11 mars, on vote la levée de 300 volontaires. On tire alors au sort ceux qui, dans les campagnes, devront aller faire la guerre. C'est la goutte d'eau pour les Vendéens qui en ont marre que le gouvernement les force à se plier à ces exigences. La guerre débute officiellement le 11 et 12 mars 1793 avec le massacre des Républicains à Machecoul. Les Vendéens prennent alors ce qu'ils ont sous la main pour tuer une vingtaine de patriotes, détruire les administrations locales et emprisonner de façon improvisée les partisans du gouvernement. Les Vendéens gagnent alors plusieurs batailles cette année-là, malgré leur peu de moyens. La Convention finit par réagir en septembre 1793, lorsque la Commune de Paris, qui représente le peuple auprès de la Convention, en a marre d'être laissée pour compte. On veut, cette fois, réprimer sévèrement les anti-révolutionnaires qui ralentissent les avancées sociales et ont même ralenti l'avènement de la République. Robespierre déclare alors la terreur à l'ordre du jour pour apporter le modèle républicain si difficile à installer depuis 1789. Et la terreur est encore un autre très vaste sujet dont je ne vais pas parler aujourd'hui. Les menaces, les emprisonnements et même la mort ne calment pas les Vendéens, toujours aussi soudés et menés par des figures emblématiques telles que le jeune Henri de la Roche-Jacquelin. 3000 fusillades, entre 4000 et 8000 hommes, femmes, enfants et vieillards sont noyés à Nantes dans la Loire. Certains atteints du typhus ont contaminé l'eau et les noyades se termineront rapidement à Bourgneuf. À Pont-de-Cé, des tanneries humaines auraient été mises en place, transformant la peau de 32 personnes en tambour. Miam. Malgré tout cela, les Vendéens restent vigilants et motivés. Turreau lance alors les fameuses colonnes infernales, éliminant entre 25 000 et 50 000 Vendéens. Oui, c'est comme dans les manifestations, les sources ne disent pas toutes la même chose. Un premier accord de paix est signé le 17 février 1795, mais la même année, le fameux de Charette rompt cet accord, commençant une nouvelle guerre qui se terminera à sa condamnation à mort à Nantes en 1796. Une autre guerre sera menée en 1799, puis encore quelques insurrections jusqu'en 1832. Ça, les Vendéens, ils sont têtus. Mais alors, génocide ou pas génocide? J'y viens. Pour la majorité des historiens, il s'agit d'une guerre civile. Une guerre terrible, certes, qui a mené à des milliers de morts, mais comme beaucoup de guerres civiles. Et finalement, eh bien, plusieurs personnes se sont ravisées en disant que ce terme n'était pas suffisant pour qualifier ce conflit et préfèrent le terme de génocide. Mais le génocide, c'est quoi? Ce terme a été créé en 1944 par Raphaël Lemkin et désigne la destruction organisée d'une nation ou d'un groupe ethnique. D'où le fait que les nazis aient génocidé les juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est dans les années 1980 que Pierre Chonu et Reynald Schenner appliquent ce terme au massacre vendéen. Même s'ils font débat, ce n'est pas moins les chiffres qui posent problème que la volonté délibérée de la République de détruire la Vendée, comme le disait Barrère. Citoyens, l'inexplicable Vendée existe encore. Les efforts des républicains ont été jusqu'à présent insuffisants contre les brigandages et les complots de royalistes qu'elle recèle.
La Vendée, ce creuset où s'épure la population nationale, devrait être anéantie depuis longtemps, et elle menace encore de devenir un volcan dangereux. Détruisez la Vendée. Les fusillades, les noyades, voire cette tannerie de Pau aggraveraient ce constat. Malgré tout, certains historiens n'aiment pas du tout appliquer le terme de génocide qui n'existait pas à l'époque et n'apparaît donc dans aucun texte. À la rigueur, on préfère utiliser celui de populicide qui désigne la destruction d'un peuple, un terme créé par Gracius Babeuf. Et ça permet aux théoriciens du génocide d'affirmer leur position. Mais globalement, les historiens ne sont pas d'accord. Laurent Abzou parle plutôt d'un crime de guerre, et d'autres comme Jean-Clément Martin, spécialiste de ces périodes, n'a jamais croisé une seule loi ayant désigné l'extermination d'une population vendéenne, ce qui va à l'encontre de la volonté génocidaire. Ce ne serait pas donc le résultat d'une organisation bien léchée, mais de massacres indécis, soudains, dans un contexte de guerre civile, un peu à la manière de la Saint-Barthélemy. C'est en tout cas ce que démontrent les multiples décisions prises de façon locale à ce sujet, notamment les colonnes infernales. Mais ce n'est pas si simple, car la guerre de Vendée c'est surtout une histoire politique. En effet, on voit souvent les gens défendant la théorie génocidaire comme des royalistes convaincus, parce que les Vendéens sont vus comme royalistes, alors qu'en fait c'est un peu plus compliqué que cela, et de l'autre côté, on n'aime quand même pas trop appuyer sur la plaie en affirmant que les Vendéens se sont quand même bien fait massacrer. Le bilan des pertes vendéennes reste donc très important et a touché toutes les catégories de population. Après, l'argument souvent porté en face est que des républicains ont eux aussi été tués sauvagement par les Vendéens. Bref, on n'en finit pas avec cette histoire. Cette dernière crée donc des tensions. Il est difficile de parler de ce sujet sans en orienter le discours, d'où ma réticence de faire cette vidéo qui pourtant me semblait extrêmement intéressante à faire. Vous avez sûrement entendu parler des débats autour du parc du Puy du Fou, qui a une orientation bien claire sur la question vendéenne, puisqu'elle a été créée par Philippe de Villiers, un personnage très controversé ayant été président du Conseil général de la Vendée et membre d'un parti souverainiste, donc pas royaliste, mais quand même très attaché aux valeurs nationales françaises. C'est sous son mandat au Conseil général qu'est également créé l'Historia de la Vendée, qui va prochainement changer sa biographie, mais qui est le premier lieu à véritablement consacrer une partie de son exposition à la guerre de Vendée. Et surtout, on construit juste à côté un mémorial de la Vendée, censé rendre hommage aux victimes des massacres des Lucs sur Boulogne, où des centaines de personnes ont été brûlées vives dans une église. Vous commencez à comprendre le problème. On a deux camps qui s'affrontent. Les Vendéens qui sont les rares à parler de cet épisode, qui, quoi qu'on en dise, est essentiel dans l'histoire de la France, et les autres. Sauf que reconnaître que la guerre de Vendée a été aussi violente et être à la limite du génocide, c'est extrêmement problématique. Voir les fondations de la République comme un gouvernement ayant été capable d'exterminer des personnes de façon organisée, sachant qu'aujourd'hui le terme de génocide est surtout appliqué à Hitler, bon, voilà. Reconnaissez donc, mes chers collègues, les erreurs et les horreurs de la terreur, comme la loi du 10 juin 1794 qui succède à la terrible loi des suspects votée le 17 septembre 1793. Avec elle, le tribunal révolutionnaire élimine toute garantie de défense. Pierre Chaunu n'a pas hésité à parler de génocide franco-français dans l'avant-propos du livre de Reynald Séché. Ce projet de loi avait déjà été porté en 2007 par 8 membres de l'UMP et une membre de l'MPF, parti de Philippe de Villiers. En 2012, même projet, et en février 2018, un autre encore, porté par Emmanuel Ménard et Marie-France Lorbeau, députés d'extrême droite. Bref, vous aurez compris, il s'agit de partis politiques considérés comme de droite, voire d'extrême droite, et ce projet de loi a été porté dès le début de chaque mandat de Sarkozy, Hollande et Macron. Donc, à chaque fois, on en remet une couche, et à chaque fois, c'est refusé. Pourquoi ? Parce que l'application du génocide à la guerre de Vendée est vraiment beaucoup trop complexe. D'une part, la majorité des historiens réfutent cette thèse. Comme je l'expliquais auparavant, les massacres n'ont pas été commis de façon organisée et le concept même de génocide est anachronique. Quand on veut regarder des thèses d'historiens au sujet du génocide, le même revient sans arrêt, c'est ce fameux Reynald qui a inspiré les députés pour le projet de loi de 2007. Il est même considéré par Laurent Froelich comme un spécialiste de la Révolution contre-révolutionnaire. Vous aurez compris, cet événement s'est déroulé il y a plus de 200 ans, mais les historiens se crêpent toujours le chignon à ce sujet. Les théories se font, se défacent, on n'est jamais d'accord, et ça c'est surtout valable pour la période aussi complexe qu'est la Révolution. Comme je l'ai dit dans ma vidéo sur les jeux vidéo et l'histoire, c'est une période très complexe qui ne se résume pas aux républicains versus royalistes, mais qui est souvent vue de cette manière. Robespierre est souvent caricaturé, soit dans son image d'initiateur de la terreur paranoïaque, ou le créateur salvateur de la République. L'histoire est pourtant faite de nuances, d'imbrications politiques où ces acteurs ne sont jamais d'un seul côté ou de l'autre, et où les justifications de leurs actes se font dans un contexte bien particulier. De plus, les sources sur cette période sont très complexes, les versions sont multiples, et rien que les désaccords sur le bilan humain prouvent que la guerre de Vendée, c'est vraiment le bordel.
En plus, elle est intervenue au pire moment. Le gouvernement n'arrive pas à se mettre d'accord, la guerre avec les autres pays fait rage, et la Vendée trouve le moyen de foutre le beans. Bref, des actes irréfléchis et irraisonnés ont mené à la mort de Vendéens qui ont voulu se rebeller contre un système déjà fragile. Et c'est une période qui a marqué la région vendéenne, région compagnarde s'il en est, où sa population est vue comme une bande de bouseux royalistes, et encore aujourd'hui comme un endroit où il n'y a rien, et qui a voulu se construire sur cette période, puisqu'elle a été essentielle pour son histoire, et puis surtout parce qu'elle est bien plus connue par la majorité des gens. La guerre de Vendée, c'est surtout un marqueur identitaire essentiel pour la population vendéenne. Reconnaître sa violence, c'est aussi un moyen pour cette population de se faire reconnaître dans sa propre identité. À cela se sont ajoutés des débats historiques très forts, des débats houleux, avec des théories un peu farfelues, balancées à tout va, et finalement, on n'y comprend rien. L'histoire politisée est donc un vrai problème, puisque finalement on peut pas en parler de manière neutre. On parle toujours de périodes avec des valeurs extrêmement différentes des nôtres, et qu'on essaie d'appliquer à nos propres valeurs. Et là ça commence à devenir vraiment compliqué. Mais là où ce n'est pas gênant de parler des croisades de Louis IX vraiment éloignées de nos valeurs et de notre époque, ça devient un tout petit peu plus compliqué quand on parle des fondements même de notre propre République et des décisions des premiers gouvernants de la République qui seraient à l'origine du massacre de leur propre population, juste parce qu'ils n'étaient pas d'accord, et en plus sachant que le gouvernement ne s'exprime absolument pas à ce sujet. Et pourtant, ça fait partie de notre histoire, et ça serait bien de commencer à en parler de façon la plus objective possible sans partir dans des débats houleux et des guéguerres de partis politiques. Mon but avec cette vidéo, ce n'est pas de vous affirmer que la guerre de Vendée c'est un génocide ou c'est pas un génocide. Je ne suis pas assez spécialiste à ce sujet et les sources sont vraiment trop complexes pour en conclure quoi que ce soit. Moi ce que je voulais vous montrer c'est que c'était un sujet très complexe mais quand même très intéressant et assez important dans notre histoire commune et pourtant dont on ne parle absolument pas. Voilà, donc j'espère que cette vidéo qui change beaucoup de d'habitude vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas bien évidemment à liker et à commenter et à partager. Vous connaissez le même discours, mais ça aide toujours la chaîne et vous le savez. J'ai également mon compte Utip qui est ouvert pour les personnes qui ont peu de moyens ou pas de moyens du tout. Je vous expliquerai très prochainement, sûrement le mois prochain, un petit peu ce qui va se passer sur la chaîne cette année et notamment la ligne directrice qu'elle prend. Je pense que vous avez déjà un petit peu compris de quoi elle retourne. Et de toute façon, on se retrouve donc très prochainement pour parler de tout ça. Ciao!